Salut à tous, c'est Arnaud Studio, j'espère que vous allez bien. Ça fait très longtemps que je ne me suis pas adressé face caméra, j'ai plus trop l'habitude, hormis mes courts-métrages, voilà, donc j'espère que vous allez bien. Si vous regardez cette vidéo, c'est sans doute que vous êtes abonné au Studio Production, ma nouvelle chaîne YouTube, où d'autres projets seront disponibles, notamment celui-ci, dont vous allez voir quelques extraits juste après. Ça s'appelle Les Rencontres du Studio, c'est un projet que je voulais faire il y a très longtemps déjà. Et en gros, je vais interviewer des personnes qui sont passionnées par un domaine, qui travaillent dans le domaine ou voire plus. Et donc j'ai posé des questions, j'ai préparé des petites questions comme un journaliste et je suis parti à leur rencontre en visio. Donc vous allez découvrir tout de suite cette interview, cette entrevue. Je vous laisse avec la vidéo et n'hésitez pas à me dire en commentaire voilà, ce que vous en avez pensé pour ce premier épisode, ce qui m'encouragera sans doute à en faire plusieurs à la suite. Allez, bon visionnage! Voilà avec Hugo Sprint, créateur de contenu cyclisme sur Instagram, qui travaille aussi chez Eurosport. Et voilà, on va commencer avec une question sur les études, si tu le veux bien. Je voulais te demander un petit peu à peu près quel est ton rapport à tes études, c'est-à-dire pourquoi tu choisis cette voie et pourquoi des études de journalisme, en fait, tout simplement. Qu'est-ce qui t'a amené à aller vers cette voie et à t'épanouir, bien sûr, dans cette voie. Voilà. Bah déjà, merci beaucoup pour l'invitation, Yarno. Ça fait plaisir d'inaugurer le format. Déjà, pour rassurer un peu les gens qui se chercheraient un petit peu dans leur voie, etc. Moi, j'ai mis beaucoup de temps à me trouver à faire ça, puisque j'ai déjà un master en STAPS en management des organisations sportives. Et après, j'ai bossé pendant 3 ans en tant que créateur de contenu avant de reprendre des études et donc de faire cette licence journalisme de sport, licence pro à l'ESJ Lille. Donc voilà, j'ai mis un peu de temps. J'ai repris les études j'avais 25 quand j'ai repris. Donc quand j'étais en STAPS dans ma formation, j'ai fait beaucoup de marketing, de communication dans le monde du sport. Et ensuite, quand j'étais créateur de contenu, j'ai fait des contenus sponsors, pareil, qui étaient plus du marketing, de la com. J'ai fait aussi beaucoup de contenus qui se rapprochaient un peu du journalisme en traitant l'actualité des jeux, en commentant des compétitions, etc. Donc c'était un peu du journalisme sans en être. Euh, et donc, en ayant fait les deux types un peu de contenu, je me suis rendu compte au bout d'un moment que je préférais le journalisme à la communication. C'est les deux grands trucs qui sont un petit peu opposés tout le temps. Les deux sont très bien. Il y a pas la communication, c'est pas le mal, et le journalisme, c'est pas tous des méchants. Donc les deux sont très bien. Moi, je préférais plus le côté journaliste. Donc je me suis dirigé là-dedans avec cette formation de 1 an en me disant c'est ce qui me permettra de ne pas faire trop d'études et puis d'avoir une école qui est quand même bien réputée dans le milieu du journalisme pour derrière avoir des accès dans les rédactions. Et c'est vrai que, bah, comme tu l'as dit, ça m'a permis d'aller à Eurosport et ça, j'en suis très content. Ouais. Et oui, oui, c'est sûr que chez Eurosport, du coup, t'as le moyen, voilà, de côtoyer des personnes assez connues, assez importantes dans le milieu du journalisme sportif, tout ça. Et par rapport donc aux journalistes que tu disais préférés à la communication, est-ce que tu t'es vu aussi, quand tu as débuté tes études de journalisme, te voir aussi faire du journalisme hors sportif, c'est-à-dire faire du journalisme pur et dur, par exemple télévisuel, tout ça. Est-ce que ça t'a traversé l'esprit ou est-ce que tu t'es tout de suite centralisé sur le journalisme sportif en voulant faire avec le cyclisme, quoi? Bah, déjà, il y a un truc qu'on nous dit tout de suite dans cette formation en journalisme sportif, c'est qu'avant d'être journaliste sportif, vous êtes des journalistes de Hmm. base. Donc, vous devez être capable, au bout de la formation, de travailler en presse quotidienne régionale, en PQR, donc en télévision, en radio, sur des sujets qui ne sont pas des sujets de sport. Et d'ailleurs, on a eu des exercices là-dessus. On a dû faire des reportages qui n'étaient pas du tout des trucs sportifs. On en a même fait beaucoup, des choses qui n'ont rien à voir avec le sport. J'ai pu faire des petits sujets télé sur des boutiques dans l'île, etc. Enfin bref, c'est les détails, mais en gros, on nous fait comprendre qu'un journaliste sportif, c'est avant tout un journaliste. Et c'est un journaliste qui, d'ailleurs, vu qu'il travaille beaucoup dans l'urgence, dans le direct, etc., avec beaucoup d'imprévus, ça permet, ce type de journalisme, d'acquérir pas mal de compétences qui peuvent être utiles derrière dans d'autres pans, dans d'autres secteurs du journalisme qui est plus large. Donc, il peut y avoir des journalistes en cinéma, il peut y avoir des journalistes en sciences, il peut y avoir des journalistes en sport, etc., etc. Donc, on peut faire autre chose. Et j'ai d'ailleurs des collègues de ma promo qui font maintenant du journalisme plus généraliste.
Moi, j'avoue que je reste vraiment dans le sport parce que j'ai ce côté avec le jeu vidéo, avec l'e-sport, etc., de vraiment rester dans ce domaine-là. Donc, s'il faut travailler comme journaliste, moi j'aime beaucoup parce que même dans ma manière de consommer, etc., je sais que je fais beaucoup de contenu sur les réseaux sociaux, j'ai même été streamer, créateur de contenu, etc. Mais je consomme beaucoup de médias traditionnels, entre guillemets. C'est-à-dire qu'il m'arrive souvent de regarder les JT de 13 heures, par exemple, le midi. Je vais énormément lire d'articles de presse, de différents médias, que ce soit Le Monde, Parisien, France Info, etc., etc. Donc je me dis, tu peux contribuer à ça. Je sais que je suis grand consommateur de presse, donc je peux contribuer à ça aussi. Mais c'est important de garder en tête quand vous êtes journaliste spécialisé dans un domaine qu'il faut être capable de faire autre chose aussi. Oui, c'est ça. Moi, je comprends tout à fait ton point de vue sur ça, c'est-à-dire voilà le journalisme comme quelque chose, comme une grande passion en fait pour toi. Et ensuite, tu as pu conjuguer ça avec ta passion pour le cyclisme. Vous avez pu, ça a pu se rassembler et donc te permettre de pouvoir faire sur Instagram ou sur les autres plateformes du contenu sur du journalisme cyclisme. Voilà. Bon alors pour du côté des études, voilà, je vais m'arrêter là sur les questions parce que pour moi c'était assez clair et tu as pu répondre à peu près à toutes les questions. On va bifurquer sur le sujet qui nous intéresse, surtout sur le cyclisme. Est-ce que tu pourrais nous parler de ta passion pour le cyclisme, depuis quand ça t'est venu, depuis qu'est-ce qui t'a motivé à encore plus t'investir là-dedans, autre que voilà que regarder les courses, tout ça. Est-ce qu'il n'y a pas autre chose aussi qui t'a permis de t'intéresser encore plus au cyclisme, à en faire des analyses, que sur tes réseaux tu fais beaucoup d'analyses, tu vas dans la précision, tout ça. Et est-ce que qu'est-ce qui t'a tout simplement mené à ça en fait, à vouloir travailler le cyclisme de cette manière-là? Bah déjà, je suis dans la team. Ma famille ne fait pas de vélo. Donc, il y a souvent soit souvent, c'est des familles dingues de vélo. Le parent, les oncles, les tantes font du vélo. Soit personne n'en fait. Moi, je suis dans la team. Personne, tout le monde s'en fiche du vélo dans ma famille. À part pour faire des randonnées de temps en temps. Mais mon père, ma mère, pas du tout. Donc, j'étais vraiment pas du tout prédestiné à ça. Mais c'est quand j'avais premier souvenir de vélo un peu que j'ai eu, qui me reste encore. Alors, premier souvenir, je me souviens du Tour 2009 avec le retour d'Armstrong. Je me souviens que ça avait fait parler. Je me souviens que du duel avec Contador, etc. Donc, ça, c'est vraiment Ouais. les premiers souvenirs. J'avais 9 ans. Et bah, c'est l'année d'après. L'année d'après, le duel Schleck Contador dans la brume, là c'est un duel qui restera, je pense, dans ma tête. J'avais 10 ans, je suis incapable d'oublier ces images. Je me suis pris pour Andy Schleck pendant tout l'été, je crois, après. J'avais un petit maillot blanc, je mettais un t-shirt blanc et j'étais devenu Andy Schleck. Et j'habitais au bas d'une côte, une côte qui fait 1 kilomètre, hein, pas, elle casse pas trois pattes à un canard, mais bon, bah voilà, c'était mon Alpe d'Huez. Je montais tous les jours, j'étais content. Donc, ouais, à partir de là, j'ai commencé à suivre le vélo. On m'a offert à mon premier PC à 11 ans, on m'a offert Pro Cycling Manager. Et du coup, j'ai commencé à jouer à Pro Cycling Manager, ce qui m'a permis de connaître tous les coureurs. Parce que le truc numéro un qui me permet de connaître les coureurs, beaucoup de coureurs, ça a été Pro Cycling Manager quand même, hein. C'est de là qu'est venu beaucoup de mes connaissances. Avant de plus m'intéresser aux courses plus obscures, etc. Ouais, je Et après, comprends. ouais. Ouais, ouais, mais De, c'est bah, de vrai fil que en aiguille. Ouais, vas-y, vas-y. ouais, non, mais moi, c'est que je te rejoins sur cet avis en fait, parce que je me reconnais un petit peu dans tout ça. C'est-à-dire la passion, quand tu vois par exemple le Tour de France à la télé, t'as forcément un coureur qui va marquer ton esprit, et donc t'as envie de faire comme lui. Moi, je me souviens que quand j'étais petit, j'étais un grand fan, et même encore aujourd'hui, même s'il a arrêté, un grand fan de Peter Sagan. Et moi, c'était mon idole. C'est-à-dire que quand j'étais chez moi, je faisais des sprints devant l'allée comme Peter Sagan. Mm. Je voulais tout faire comme Peter Sagan. J'avais son maillot, donc je roulais dans les chemins. Voilà, enfin, j'étais. Et c'est pour ça que je te rejoins. En fait, je comprends tout à fait cette. Bah ouais. La passion parfois vient de ça, en fait, de l'image qu'on a d'un coureur qui nous fascine et qui nous donne envie de faire comme lui. Alors, bien sûr, on fera pas tout de suite comme lui, ça c'est sûr, mais voilà, ça permet de nous faire Bah ouais. rêver. En fait, c'est un rêve, tout simplement. Ah bah, Ou non? et d'ailleurs, Peter Sagan, c'est assez fou parce que peut-être que les très jeunes cyclistes qui nous regardent peut-être connaissent de nom Sagan vite fait, mais j'en Ouais, discutais avec d'autres, avec bah, typiquement des gens qui ont des enfants, qui sont dans des clubs de vélo maintenant, qui ont 14-15 ans, personne ne connaît Sagan, hein. Les gens et connaissent ouais, pas c'est vrai, Sagan parce que le problème, c'est que ces dernières années, elles sont catastrophiques. Son c'est départ à la ça. retraite, il s'est fait dans un anonymat total. Exactement, Alors que Sagan, dans les années 2010, c'était une rockstar, quoi. C'était la c'est rockstar ça. du vélo, c'était le Pogacar du vélo. Il n'y avait pas de cycliste plus populaire, tout le monde voulait être Sagan. C'était une folie, quoi.
C'est ça, moi je Euh, me souviens de l'arrivée qui m'avait marqué de Sagan, même s'il avait gagné énormément de sprints. C'était son arrivée à Paris-Roubaix en 2018. Le sprint qu'il fait dans le Vélodrome, c'est comme une libération parce qu'il avait mis je sais plus combien d'années avant de le gagner. Paris-Roubaix, il avait de la malchance, il était poisseux sur toutes les éditions et là il avait réussi à s'échapper à 50 bandes de l'arrivée. Et le sprint qu'il fait quand il gagne, c'est une libération pour plein de gens en fait. C'était la rockstar vraiment ouais, du cyclisme. Comme aujourd'hui les Pogacar. Pour moi, le Pogacar c'est le nouveau. C'est peut-être presque le nouveau Sagan du vélo aujourd'hui qu'on a. Il prend du plaisir sur le vélo. Il vient pour gagner, il fait une course pour la gagner. Et moi, je retrouve vraiment dans Pogacar un peu l'esprit qu'avait Sagan il y a une dizaine d'années, quoi. C'est vraiment ça. c'est ça. Du coup, on peut enchaîner sur la deuxième partie sur le cyclisme. Moi, je voulais un peu parler de l'ultra professionnalisation. Je voulais pas forcément faire un débat, est-ce qu'on est pour, est-ce qu'on est contre, tout ça, mais je voulais plus qu'on ait une discussion ensemble sur l'ultra professionnalisation. Qu'est-ce qu'on en pense? Est-ce que le cyclisme, par cette ultra professionnalisation, est en train de se perdre? Peut-être les valeurs du cyclisme sont un petit peu en train de disparaître au profit de la part de la surperformance. Moi, je voudrais aussi un peu parler des jeunes aussi qui sont dans les clubs de cyclisme et qu'on voit de plus en plus de cyclistes jeunes dans le peloton professionnel. Moi, je remarque ça depuis une dizaine d'années qu'on voit des cyclistes de 18, de 17 même qui viennent sur des grandes courses rivaliser avec des cyclistes d'une trentaine d'années. Donc, je sais pas, est-ce que tu as un avis sur ça? Est-ce que tu voudrais faire un commentaire sur ça? Voilà, qu'on en discute Ouais, bah, un petit peu. il y a plusieurs choses parce qu'il y a les impacts pour les jeunes en eux-mêmes, il y a les impacts pour les clubs aussi, pour les équipes pro. Mais je sais que j'avais voulu à l'époque travailler sur un format de vidéo YouTube long format justement sur bah, tous ces coureurs qui passent jeunes de plus en plus tôt, les risques que ça peut comporter, etc. Parce qu'il y avait eu l'exemple assez médiatisé de Gabriel Berg qui était chez l'équipe développement de Soutal Quick-Step à l'époque et qui avait décidé d'arrêter sa carrière parce que ça lui convenait pas, le rythme était trop fort, trop de pression, trop de professionnalisation très vite, très jeune, beaucoup de sacrifices, etc. Donc ça, c'est quand même quelque chose qu'il faut mettre en parallèle. C'est que même des coureurs comme Pogacar, même Van Der Poel, franchement, il a 31 ans. Pas sûr qu'il fasse encore 3 4 saisons dans les pelotons pro. Hein. Tadej, il a 27 ans. Je le vois pas aller jusqu'à 34 35 ans. Je pense qu'on est sur toute une génération de coureurs qui vont pas forcément pousser au-delà des 33 34 ans, qui vont prendre leur retraite jeune. Je pense à un mec comme Sexas. Sexas, Mm. s'il va au-delà de 30 ans, c'est bien limite. Enfin, je sais pas si on se rend compte s'il peut faire 15 saisons à ce 15 saisons, il aurait à peine 34 ans. Donc, ça va, 34 ans. Hein. Izaguirre, il a 37 ans, il marche bien, 37 38. Mais enfin, la pression que c'est, les sacrifices que c'est, le rythme de vie que c'est, où tu pars en altitude 3 4 semaines, tu reviens, tu fais tes courses, tu voyages entre toutes tes courses, après tu repars en altitude, tu repars. Enfin, c'est la vie est quand même, c'est quand même une vie assez spéciale. Cycliste de haut niveau, imposer ça très jeune. En plus, maintenant, les compétences en nutrition, etc., elles évoluent et les nutritionnistes, ils essayent d'inclure une notion de plaisir dans l'alimentation des coureurs, etc. Mais c'est quand même extrêmement strict. Quand tu dois peser toute ton alimentation au gramme près, etc., que ce soit, ça peut vite être pesant. Tu n'as le droit à aucun écart, rien du tout. Bon, maintenant, si, ça évolue un petit peu à ce niveau-là. C'est plus aussi strict, heureusement. Mais même si tout est fait pour le bien-être des coureurs, maintenant, au niveau des staffs, des entraîneurs, des nutritionnistes, tout le monde le sait. C'est très dur. Il faut que le sportif se sente bien pour qu'il performe bien. Mais ça reste quand même énormément de sacrifices. C'est une vie de fou. C'est une vie qui est super dure. Et c'est vrai que l'instaurer dès le plus jeune âge, ou des fois ça va commencer, ouais, c'est comme dans le football. Hein. Il va y avoir des pré-contrats qui vont commencer à être signés à des mecs à 16 ans. Parce que c'est que ça, on parle de lui quand même depuis qu'il est en cadet dans les circuits régionaux et tout. Le mec, il est quand même connu. Mais ça va être quand même quelque chose. Et puis pareil, ça pose la question pour les clubs, le modèle amateur, parce que tu disais, il y a de plus en plus de jeunes dans les pelotons, c'est vrai, mais il y a aussi de moins en moins de licenciés dans la Fédération française de cyclisme, quoi. Ouais. Et le truc, c'est qu'avant, on avait ce système avec les équipes nationales, les équipes de N1, donc je pense au SCO Dijon, je pense au Feu, au CC Etup, je pense à toutes ces équipes-là, avec Aix en Provence, etc., Dole, un peu aussi. Mais ces équipes-là qui permettaient à des jeunes de sortir des rangs amateurs, d'être semi-professionnels et ensuite de signer pro. Mais maintenant, tu as des équipes de développement de plus en plus jeunes. Je pense toutes les équipes maintenant ont des équipes U19. Il y a Lidl Trek qui a créé la sienne en plus il y a pas longtemps. Et là, toutes les équipes commencent à avoir l'équipe de développement plus l'équipe junior.
Donc si depuis les juniors, les mecs sont dans les pipes, dans les tuyaux des équipes pro, bah, les clubs amateurs ils disparaissent. T'as des équipes de N1 bah, comme Etup récemment, comme Hexagone aussi, qui ont décidé d'arrêter. Et c'est légitime parce que c'est de plus en plus de frais, t'as de moins en moins d'aide, de moins en moins de sous. Et en fait, tout ça est en train de peu de péricliter le cyclisme amateur français, plus toutes les courses, ça devient de plus en plus difficile à organiser. Donc, tu as tout le modèle amateur qui est en train de péricliter. Et le problème, c'est que c'est la base, quoi. C'est la base du vélo. Et donc, à un moment donné, bah, si tout périclite, tu perds des licenciés. Et après, tout ce qui est en haut, la structure pro qui s'écroule. Donc, il faut réussir à trouver des moyens, faire en sorte que l'argent ruisselle un peu mieux, quoi. Que l'argent des super teams comme UAE, comme Decathlon, comme Red Bull puisse ruisseler et arriver jusque au vrai cyclisme, entre guillemets, de la plupart d'entre nous, quoi. C'est-à-dire les petites courses en passe, en passe cyclisme, en Open 1, en Open 2, voilà, quoi. C'est ça aussi, il faut que ça arrive jusque-là, quoi. Et c'est ça aussi l'un des problèmes de l'ultra-professionnalisation, quoi. Ouais, c'est vrai que je suis d'accord avec toi et ça entraîne un bon sujet aussi par rapport à la Fédération française de cyclisme, c'est-à-dire le manque de jeunes en licenciés. Moi, je sais que par exemple, je peux parler d'un exemple perso, je roule dans un club juste à côté de chez moi en pleine campagne et il y a pas de jeunes. Par exemple, ils cherchent des jeunes. Moi, on m'a donné la possibilité de venir parce que je suis à côté et parce que je roule pas mal et que voilà, qu'on s'entend bien. Mais je vois que sur les clubs, il y a très très peu de jeunes. En tout cas, si on veut trouver des jeunes aujourd'hui dans des clubs, il faut aller soit dans des très grandes villes, ou soit plus... bah ouais, c'est ça, il faut aller dans les très grandes villes. Et aujourd'hui, c'est peut-être ça aussi un problème, c'est que ces jeunes qui sont très performants, on les envoie aussi directement dans des grandes structures de professionnalisation, qui certes vont les aider, mais certes aussi peut-être les... Moi j'ai vu des reportages il n'y a pas très longtemps qui parlaient de ça, un peu des jeunes ressortent une sorte de lassitude et de dégoût pour un sport qu'ils appréciaient énormément. C'est-à-dire quand ils ont vu comment était la vie professionnelle d'un cycliste, ça les a dégoûtés certains, ils se sont dit j'arrête là, moi j'ai pas envie. À 20 ans ils prennent leur retraite. Et alors que finalement à 20 ans c'est l'âge où normalement on est censé commencer et se lancer. Donc c'est ça qui, comme tu disais, qui peut être à revoir. Et après, on parlait aussi de l'écart générationnel. C'est vrai que quand on compare certaines générations, par exemple, tu parlais de Izaguirre, ils sont deux frères, hein, si je ne me trompe pas, les frères Izaguirre. Ils sont, Gorka. ouais, c'est ça. Ils sont assez âgés par rapport à certains coureurs lorsqu'ils arrêtent leur carrière. C'est-à-dire que certains arrêtent leur carrière à une trentaine d'années et eux, ils continuent. Et il y a vraiment des exemples de coureurs, et ça se voyait un peu plus avant, des coureurs qui terminaient beaucoup plus tard parce qu'ils commençaient plus tard. Et donc là, on a d'autres coureurs qui commencent très très jeunes et qui vont finir leur carrière à 30 ans, comme tu disais. Donc en fait, au final, Mm. est-ce qu'on n'a pas un petit problème générationnel? Voilà. Ouais, et après, est-ce que ça se trouve, là on parle à l'instant T, mais peut-être que Paul Sexas, en fait, il va kiffer sa carrière et que Oui, ça va évoluer les modes de préparation et qu'il va aller jusqu'à 35 ans, on sait pas. Après, on est sur des cas individuels, mais c'est vrai que dans la tendance, c'est ça. Et le problème de l'ultra-professionnalisation, il est plus large aussi. Il faut pas dégoûter les jeunes mm, trop vite du vélo, quoi, aussi. c'est ça. Je pense à un Gabriel Berg, mais Gabriel Berg, c'est un peu le porte-étendard quoi, de beaucoup de cyclistes dans son cas qui bah, se disent ouais, c'est quand même compliqué. Après, il y a beaucoup de jeunes qui persévèrent et qui passent pro et pour qui le système marche très bien, mais il faut remettre ça un peu en question. Mais je trouve que ça va dans le bon sens. En tout cas, les nutritionnistes, les coachs ont compris on est plus sur l'époque des gains marginaux à tout prix en mode sky. Il faut aussi penser au bien-être du coureur et c'est une équation à résoudre, quoi. Ouais. Alors, on peut passer à un autre sujet. Là, avec l'ultra professionnalisation, est-ce que ça nous emmènerait pas sur la retransmission, tout simplement, parce que le cyclisme est une course télévisuelle. On sait que le Tour de France, je prends l'exemple du Tour de France, voilà, mais qui est là, une course mondialement suivie sur les quatre coins du globe. On est vraiment sur une retransmission impressionnante et avec des moyens qui sont de plus en plus grands. Là, on voit sur les courses maintenant, que ce soit Milan-San Remo ou même le Tour des Flandres, on voit l'utilisation du drone qui est maintenant assez fréquente, qui est un nouvel outil technologique qui est un peu rentré dans le circuit de la médiatisation depuis 5 ans, on va dire. Est-ce que tu as un avis sur ça, sur la retransmission, c'est-à-dire est-ce qu'il y aurait des choses à améliorer, est-ce que justement on a atteint un tel niveau de retransmission qu'on est vraiment sur quelque chose d'assez bien en fait, d'assez agréable visuellement quand on regarde notre course cycliste sur la télé. Est-ce que voilà, tu as un petit avis peut-être sur ça, sur les moyens de Ouais, retransmission? alors.
Oui, alors déjà, ça peut toujours évoluer. L'histoire des retransmissions télévisuelles, c'est toujours une histoire d'innovation et d'innovation technologique. Et la retransmission du vélo, en particulier, dans le domaine des retransmissions sportives, télévisuelles surtout, ça a toujours été un vecteur d'innovation. Parce que le cyclisme, ça a quand même cette particularité de devoir être retransmis sur 200 km, avec une ville arrivée, une ville départ, et ensuite, t'es pas dans un stade, il faut pouvoir filmer toute la course. Et c'est là qu'on a toujours vu des innovations en fait télévisuelles, comme les hélicoptères à l'époque, qui sont arrivés pour filmer la course. Les systèmes des motos suiveuses avec les radiocommunications, etc. à l'époque. Enfin bref, il y a eu plein d'innovations télévisuelles qui sont passées par le Tour de France, en tout cas qui sont nées grâce à la course. Donc le vélo, c'est vraiment un peu un laboratoire pour expérimenter des nouvelles technologies de diffusion des compétitions et c'est pour le mieux. En tout cas, dans l'histoire, ça a surtout été ça. À l'heure actuelle, on peut toujours faire mieux. De toute façon, la retransmission télévisuelle, si tu te dis on peut pas faire mieux, il y a un problème. Tu peux toujours Mhm. faire mieux, tu peux toujours trouver des nouveaux moyens de retransmettre le sport avec les contraintes du cyclisme qui existe, qui est dans un environnement que tu ne contrôles pas, puisque c'est la route, c'est la chaussée, c'est sur 200 km, il peut y avoir des trous de connexion, il peut y avoir des montagnes, il peut y avoir la pluie, qui fait que les hélicos passent pas, enfin, il peut y avoir plein de problèmes, donc différents qu'il faut réussir à gérer. Il y a ce problème aussi que les coureurs vont pas tout accepter. Tu pourrais mettre des caméras sur les vélos de tous les coureurs, mais c'est quand même compliqué à faire accepter à tout le monde, etc. C'est du poids en plus, tout ça, même si tu pourrais l'imposer à tout le monde, mais c'est encore des choses à contrôler, etc. Parce que si tu mets une caméra sur un vélo, ça veut dire qu'il faut que le vélo de rechange, lui aussi, il a une caméra. Tu changes de vélo, il n'y a plus de caméra, donc tu gagnes du poids. Enfin bref, c'est un bordel. Après, ça devient des coûts pas possibles. Et au niveau de la logistique, tu peux pas connecter 500, 600 caméras d'un coup dans une régie. Mais moi, typiquement, j'aime beaucoup le drone. C'est vrai que c'est assez décrié. Il y a des drones encore actuellement avec la connexion, l'image, la qualité de l'image, elle n'est pas top top. Mais sur une descente comme la descente du Poggio dans Milan-San Remo, ça rend très bien. Sur le Tour des Flandres, le drone c'est bien. Après, si tu as une grue, c'est très bien aussi, je trouve, pour filmer la C'est course vrai, sur le Tour des Flandres. c'est vrai. Mais toutes ces innovations-là, ça marche bien. Tout ce qui permet un peu de, en fait, c'est comme dans un jeu vidéo, littéralement, en fait. Le but, ce serait, d'ailleurs, c'est quelque chose qu'on pourrait parler longtemps, mais quelque chose que fait très mal des plateformes, que font très mal des plateformes comme Zwift, MyBush ou les plateformes du genre, c'est que l'e-cycling, ça pourrait être tellement mieux filmé, et parce que tu es dans un environnement 100% contrôlé, tu fais ce que tu veux avec des caméras dans un monde en 3D, et ils le font pas. Parce que ce serait l'idéal. Imagine, t'es le Tour de France, tu peux mettre ta caméra où tu veux. En fait, tu décides de mettre le spectateur où tu veux, tu le mets où tu veux, et ça, c'est exceptionnel. Donc, il faut réussir à trouver des moyens technologiques qui permettent de se placer où on veut, quand on veut, dans l'espace, sans trop déranger la course, sans que ça pose trop de problèmes de sécurité, sans qu'il y ait le problème de connectique, parce qu'il y a quand même des drones, tu peux pas les faire pendant 200 km, quoi, ça marche pas. Donc, ouais, non, mais le vélo est un modèle parmi tous les sports de retransmission sportive. C'est un sport qui a toujours amené des innovations télévisuelles. On parle beaucoup de l'image, on pourrait parler de la radio aussi, mais voilà. On pourra toujours faire mieux et il va falloir bosser là-dessus. Après, comment faire mieux? J'ai pas d'idée en tête particulière là. Pour les drones, c'est bien. Les caméras sur les vélos, c'est bien. Peut-être mieux filmer les sprints. Moi, je suis un peu Ouais, déçu d'avoir des vues de oui. face sur les sprints, souvent. Et C'est c'est vrai que les parfois drones, ce serait pas mal. les sprints, ouais voilà, pour les drones, parce que certains sprints avec les vues de face, t'as du mal à voir. Souvent, on a un peu ce débat quand deux coureurs finissent quasiment à égalité sur la ligne. On a Oui, toujours ce débat alors que qui c'est net, gagne, en fait. et alors que parfois C'est c'est ça. net avec l'image de profil ou même une image satellite. Donc Mm. en fait, oui, c'est vrai qu'il y a des choses toujours à améliorer, comme tu dis. Et par rapport à l'image, moi je me souviens très bien il y a quelques années, je crois que c'est Eurosport qui l'avait un peu démocratisé, c'était la caméra à l'intérieur du peloton. C'est-à-dire qu'on regarde une course télé, une course cycliste à la télé, et qu'on voit le peloton par exemple évoluer sur des grandes plaines, c'est sur les étapes de transition. On s'imagine toujours que voilà le rythme du peloton est très tranquille, que vraiment c'est très c'est très c'est très linéaire de ça. Et finalement, quand on voit les caméras placées à l'intérieur du peloton, c'est là qu'on se rend compte de l'engagement en fait qu'un coureur doit employer pour rester dans un peloton. En fait, on se rend compte que c'est très compliqué, que la notion de placement est très importante, et où c'est le plus flagrant, comme on en parlait juste avant, c'était dans les sprints. C'est-à-dire dans les sprints, on a la caméra sur le vélo quand on voit les sprinters se suivre
ou se mettre dans la roue des poissons pilotes, on voit vraiment l'immense dangerosité et le travail Mm. qu'il faut pour maîtriser sa machine. Et ça m'avait Ah, ça c'est impressionné. top, hein. Parce que pour le Tu mets coup, des on a. caméras sous la selle de tous les poissons pilotes, de toutes les équipes, ça fait des images de fou après, Et c'est ça. c'est incroyable. Parce que c'est des images dont on n'a pas l'habitude. On a Mais ouais, souvent dans les sprints des plans de face où l'image est écrasée, où on a l'impression qu'ils sont assez loin les uns des autres, alors qu'en fait ça se joue vraiment à un doigt parfois sur la roue et tout. mm, C'est ça qui est impressionnant. Et c'est ouais, là où on pourrait aller dans ce sens-là au niveau de la retransmission. C'est plus dans des images à proximité du peloton, comme on le fait dans les autres sports. Par exemple, moi je regarde pas mal le sport automobile et je sais que par exemple en Formule 1, on met des caméras maintenant à l'intérieur des casques des pilotes, par exemple, pour avoir au maximum le ressenti du pilotage. Mais là, sur le vélo, c'est à peu près pareil. Voilà. c'est ça. Mais après, c'est compliqué à mettre sur tous les vélos du peloton, etc. Donc, mais Oui, quelques. Ça, c'est sûr, c'est une bonne innovation. Et bah, le truc, ce qui serait bien, ce serait d'augmenter la qualité d'image des drones, de ouais, savoir, et sur des sprints, sur les derniers kilomètres, à voir, tu vois, si tu as un peloton qui roule comme ceci, le drone un peu de face, qui filme en reculant, de haut, en hauteur, en plongée, une vue en plongée de face du peloton, en reculant. ouais, Pendant le sprint, ça, ce serait vraiment top, parce que tu verrais vraiment le visage des coureurs avec leur émotion, parce que c'est quand même important. Ce qu'on n'a pas dans la vue d'hélico d'un sprint, c'est que c'est super bien pour analyser, etc. Mais sur une vue d'hélico, tu vois pas le visage du coureur, tu vois pas vraiment l'émotion, ça c'est un problème. Donc de face, tu as ce problème-là. La vue de haut, ça permet de mieux voir les coureurs qui sont derrière, etc. De mieux appréhender les écarts. Donc moi, c'est vrai que si on arrive à faire ça, ce serait top. Je pense pas que ce soit si compliqué à faire parce que l'arrivée, c'est une zone qui est contrôlée. Normalement, il y a personne qui est en dessous. Si t'es pas au-dessus des coureurs, ça va. Donc voilà, je pense que c'est un truc qui pourrait se faire à l'avenir. ouais. Et moi, je repense au Tour de France aussi. Sur l'arrivée des Champs-Élysées à Paris, on a quand même le droit, je crois, tous les ans, là je repense à ça, parce que ça me revient en tête, tu Mm. sais, au travelling horizontal vers la Et oui. gauche qu'on a sur les Champs-Élysées, parce qu'on n'a pas la caméra écrasante, alors on l'a sur la fin, et ça, franchement, Mm. quand on voit un sprint comme ça, en plus c'est la dernière étape, donc tu sais que c'est le dernier sprint que tu vas voir de l'année au Tour de France, parce qu'après il faudra attendre l'année prochaine, d'avoir ce magnifique plan de la grimace des coureurs, tu les vois, ils se dépassent entre eux, tout ça, Mm. c'est magnifique. Et ça, vraiment, pour le coup, d'avoir ça dans tous les sprints, ce serait génial. La particularité, c'est que là, il y a l'espace de la route qui le permet. Mais d'habitude, sur les sprints, on a les spectateurs des deux côtés. Alors que là, il n'y a qu'un côté. Donc Mm. c'est pour ça qu'ils le font, je pense aussi. Mais si on pouvait avoir ce genre d'image sur tous les sprints, ce serait génial. Parce que Ouais, franchement. après, il y a pas un immense fan de cette vue. Je trouve elle est Ah ouais? super pour l'émotion et tout, mais en fait, le truc c'est que tu vois vraiment que la première ligne du peloton, Ah quoi. oui, Tu vois vraiment que c'est coupé que la première ligne. Donc si t'as un mec qui revient de l'arrière, tu sais pas d'où il sort. Le mec peut c'est vrai. arriver, il déboule et tu sais pas d'où il sort. C'est Je me vrai. souviens d'un sprint comme ça sur les champs, je sais plus qui revient de l'arrière comme ça, si c'est Greppel ou pas, mais bref. Et en fait, alors après, tu peux le revoir en différé, mais dans le. T'as un peu le côté surprise aussi, donc je peux comprendre, c'est pas mal en vrai. Ça fait un beau plan. Ouais. Sur l'instantané du sprint, on s'en fout un peu de l'analyse, presque. On est là sur l'émotion, surtout sur les champs. De toute façon, c'est un débat où il n'y a plus de sprint sur les champs maintenant, donc Oui, le oui, c'est débat, ça vrai, ouais, sert à parce que rien. maintenant, ils ont rajouté la butte Montmartre, tout ça, donc ça aurait pu être une autre question aussi de notre entrevue. Est-ce qu'on est pour ou contre la fin du sprint à Paris? Mais en tout cas, pour reparler de ce plan-là, ce serait bien un plan comme ça, peut-être pas sur le dernier kilomètre, mais par exemple, tu vois, sur les deux derniers kilomètres, c'est-à-dire avant le dernier kilomètre, pour voir un petit peu tous les trains de poissons pilotes qui seraient différemment placés, tout ça, mais avoir un point de vue plus haut. C'est-à-dire où on verrait par exemple les trois rangées, celles par exemple d'Alpecin, Jumbo, voilà, tu vois, qui sont placées Mhm. pour comprendre à peu près d'où vient chaque coureur, tout ça. Mais ce sera travaillé, ouais, parce que je pense que ce serait vraiment intéressant d'avoir ça et ça plairait beaucoup aux spectateurs, tout simplement. Mm. Voilà. Ça vient des drones. En vélo, Oh, t'as pas le choix, il faut des drones, hein. Donc, c'est ça, c'est ça. Et donc, pour clôturer un petit peu ce sujet sur le cyclisme, moi je vais aussi te poser cette question. Sur tes analyses, quand tu parles, par exemple, tu fais des analyses de sprint, là on en voit pas mal sur ton compte, ça, tu fais des analyses aussi sur des événements de course là, qui se sont produits, tout ça. Quel sujet en vrai tu préfères aborder sur tes plateformes? C'est-à-dire alors,
avec le cyclisme, bien sûr, mais qu'est-ce que tu préfères aborder sur une course, par exemple? Est-ce que tu préfères aborder de la fin, c'est-à-dire le sprint à analyser le positionnement, ou plutôt analyser plutôt les faits de course, c'est-à-dire ce qui s'est passé, des chutes, des abandons, des problèmes techniques, tout ça. Qu'est-ce que tu préfères faire? Ah bah pas des chutes déjà, j'espère. Ce que je comprends. À moins qu'il y ait un vrai truc, un vrai sujet, mais bon, parler des chutes, c'est pas mettre le vélo en avant avec des chutes, c'est pas trop ce qui me chauffe. Même si ça fait partie du truc, je suis pas en mode, faut absolument pas filmer les chutes et tout, mais c'est pas comme ça que tu mets en avant le cyclisme et que tu le vends à long terme aussi. Oui. Mais en fait, ça dépend. Ça dépend vraiment grandement. Moi, le but de mes vidéos, ce qui m'intéresse, c'est d'expliquer le vélo aux gens. C'est de le démocratiser. Mais quand j'expliquais, pardon, sur l'Estrade Bianche, la cassure que fait Del Toro au moment où Pogacar part, et c'est que ça, s'il prend quelques mètres de retard, il prend cette cassure. Donc j'explique ça aux gens, j'explique ce que c'est qu'une cassure, quoi. Pourquoi Del Toro fait exprès de ralentir et tout. Et les gens sont en mode, ah oui, bah, c'est une cassure, hein. Tous les gens qui font du vélo savent ce que c'est. Je suis en mode, bah ouais. Mais du coup, ceux qui ne font pas du vélo, faut bien que si tu fais pas de vélo, tu peux pas savoir ce qu'est une cassure, c'est normal. Donc moi c'est là mon placement, c'est là que j'ai envie de démocratiser le vélo parce que j'ai tellement en fait ça vient du fait que j'ai tellement de membres de ma famille qui n'est pas du tout de cyclisme, de potes à moi qui sont pas tous fans de cyclisme et qui me disent ouais c'est chiant, je regarde, je comprends rien. Le nombre de gens avec qui de proches à moi avec qui je regarde le vélo et qui me disent mais je comprends rien, même Qui dit ma c'est la copine non plus sieste elle un petit regarde. peu. Ouais voilà c'est Qui dit ça, c'est le mais ils sport de comprennent la pas tu sieste, vois, c'est-à-dire qu'on ils se comprennent pas réveille et on... l'intérêt. c'est ça. Mais c'est ça, mais tu comprends pas l'intérêt, tu comprends pas les mouvements de course, tu comprends pas pourquoi ça attaque, donc c'est pour ça, j'aime bien expliquer, bon bah là voilà, si là ça attaque, pourquoi c'est intéressant, pourquoi c'est pas intéressant, pourquoi c'est une erreur, pourquoi c'en est pas une. Les petits trucs techniques, même si je suis pas le plus grand expert en technique vélo, c'est pas moi qui vais te parler de si quelle dent il faut mettre à l'arrière, quel développement tu dois avoir, quel espacement tu dois mettre entre tes cocottes, c'est pas moi qui va t'expliquer ça. Mais mais c'est intéressant aussi sur des trucs de base d'expliquer ça aux gens. C'est important de tout ce qui est tactique, tout ce qui est un petit peu sur la micro-optimisation, quoi. Par exemple, là, on reparlait du sprint de l'Amstel, là, entre Skelmose et Remco. Bah, truc que j'ai pas trop parlé dans le reel, mais c'est par exemple la fréquence à laquelle Skelmose il se retourne pour regarder où est Remco. Typiquement, il se retourne toujours, on dirait un pendule. Et il se retourne, il revient, il se retourne, il revient, il se retourne, il revient toujours au même rythme. Sauf que quand tu te retournes au même rythme tout le temps, pour Remco, c'est super facile de Oui. capter le moment où le mec va se retourner pour le piéger et lancer le sprint à ce moment-là, quoi. Donc c'est que des petits trucs comme ça, quoi. Donc j'ai envie des fois d'aller un peu en profondeur pour expliquer aux gens qui n'ont pas forcément fait de vélo, parce que ça c'est un truc, si tu fais pas de vélo, c'est dur à capter en fait. Et c'est surtout ça qui m'intéresse. Donc ça peut être ces petits détails-là, ça peut être des détails tactiques, ça peut être des moments de sprint où, parce que c'est plus intéressant les sprints à analyser pour le coup. Moi je me régale quand il y a des sprints, c'est pour ça aussi, les gens disent tout le temps, ouais, on se fait chier ces étapes de plat, alors qu'en vrai, des fois, c'est plus intéressant que des étapes de montagne où juste t'as les mecs, ils font la course pour aller au pied de la bosse en tête, puis après au pied de la bosse, t'as le mec le plus fort qui part, et puis voilà, quoi. C'est plus chier quand même des fois. Non, mais c'est vrai que en plus j'allais rebondir, tu l'as fait avant moi donc c'est parfait. Je voulais rebondir sur le fait, comme ta famille par exemple ou tes amis ne connaissent pas tous le vélo, c'était exactement sur ce quoi je voulais rebondir, c'est-à-dire que tu t'adresses à un auditoire assez large, c'est-à-dire que tu privatises pas ton compte pour des personnes qui sont ultra passionnées, enfin pas passionnées mais ultra connaisseurs plutôt du cyclisme. Mm. Voilà, tu t'adresses aussi beaucoup à ceux qui seraient susceptibles de pas connaître le cyclisme. C'est un jour qui tombe sur une de tes vidéos et qui lui disent ah ok c'est quoi un sprint massif par exemple, qu'est-ce que ça veut dire, ou qu'est-ce qu'un Mm. poisson pilote, tout ça, parce qu'on en a beaucoup parlé tout à l'heure. Et ça c'est bien je trouve parce que ça c'est une faculté à t'as la faculté du coup à t'adresser à la fois à un auditoire qui est passionné par le cyclisme et qui est très connaisseur, mais aussi à un auditoire qui est surtout qui ne s'y connaît pas vraiment et qui va peut-être s'y passionner. Et ça c'est bien parce que ça peut te permettre de voilà de faire naître des passions chez certains et de et de Ah ouais. provoquer un engouement pour le cyclisme, voilà. Même si c'est dur de s'intéresser vraiment au grand public, parce Oui, qu'intéresser le grand public au vélo, c'est quand même c'est très différent. Moi, je m'intéresse quand même à des gens qui suivent le vélo, connaissent peut-être un peu le vélo, qui suivent un peu, mais qui sont pas experts. Je me ouais, dis, ces gens-là, on peut les ramener, les faire regarder le vélo, et c'est un peu le but du compte, quoi. ouais. Mais je trouve ça super intéressant. Bon, bah, c'est un peu la fin de notre... quasiment, on arrive sur la fin de notre entrevue, voilà. J'ai encore deux petites questions à poser. Une question qui va concerner ton avenir. Un petit peu, en fait, je voulais te demander, pour clôturer, quels sont tes projets que tu prépares? Est-ce que tu as des envies d'ailleurs, peut-être
de toujours faire du contenu, mais sur les réseaux, mais de peut-être voir plus grand. Là, on a parlé de ton opportunité de travailler un petit peu chez Eurosport. Est-ce que tu comptes peut-être aller plus loin dans cette voie? Qu'est-ce que tu comptes faire en fait sur ces prochains mois, voire sur ces prochaines années? Voilà, est-ce que tu as des idées de projet? Voilà, tu peux nous en parler. Ouais, bah déjà, niveau pro, je travaille pas mal à Eurosport en ce moment, donc si je peux continuer à travailler là-bas, ce sera très très bien. J'entends très 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 bien. Donc ouais, et donc bosser à Eurosport et les jours où je bosse pas, pouvoir travailler sur mes contenus, mes formats verticaux. À long terme, plein de projets. Avant, à l'époque, je me projetais beaucoup, j'avais beaucoup de projets, d'idées précises de ce que je voulais faire. Là, je me laisse plus porter, je me laisse plus kiffer par ce que je fais. J'ai des idées assez précises de ce que j'ai envie de faire plus tard, où j'ai envie d'aller, mais je me mets pas de limite sur le rythme, à quel moment je veux faire ça, etc. Là, typiquement, bah, sur mes contenus, moi, je sais les formats qui fonctionnent. J'ai pas forcément les moyens de faire d'autres choses. J'ai pas forcément l'ambition de faire autre chose, notamment par exemple aller sur les courses. En physique, je l'ai fait, hein. J'ai fait des contenus sur la Coupe du Monde cyclocross à Besançon, sur les championnats du monde à Liège, ce genre de trucs. Mais c'est pas là ma force. Je pense que je suis pas hyper bon et c'est pas trop l'angle de mon compte. Donc, peut-être pas forcément beaucoup d'IRL, mais plus des projets. Je voulais faire aussi à l'époque plus de reportages sur YouTube, comme j'avais fait ma vidéo sur le cyclisme e-sport, mais c'est vrai que c'est quand même dans beaucoup de travail et des réseaux et tout. Et je t'avais dit, bah, la vidéo sur l'ultra professionnalisation que j'avais commencé à faire, j'avais quelques intervenants, j'avais fait un ou deux entretiens, etc. J'avais commencé à bosser un peu, mais le problème, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas en parler, qui ne Hmm. veulent pas parler, donc je fais beaucoup de refus. Et Ouais. ouais, c'est pas un sujet tabou, mais il y a beaucoup d'acteurs qui veulent pas trop s'exprimer Ah là-dessus, ok, quoi. Donc, je vois. puis quand t'es pas un grand média ou que t'as pas 100 000 abonnés, bah, c'est aussi plus dur de se faire accepter, quoi. Donc, C'est ça. sinon, ouais, les gros trucs que j'aimerais faire, moi, j'ai fait master en management des organisations sportives, donc tout ce qui est dans du management sportif, ça me ferait kiffer. De l'événementiel sportif, si un jour j'arrive à être assez gros pour avoir des marques qui m'accompagnent sur des événements que j'organise, IRL, ça pourrait me faire kiffer. Organiser des trucs, ça me ferait kiffer. Donc, ce serait ça le rêve long terme. C'est-à-dire, par exemple, est-ce que tu te verrais, ben là je pose la Toi, t'as question des trucs comme ça? un peu comme ça, mais est-ce que tu te verrais par exemple organiser comme un, j'irai peut-être pas jusque-là parce que ça demande énormément d'organisation et beaucoup de temps, mais comme une course de vélo, c'est-à-dire comme un critérium ou un petit truc comme ça, ou plutôt tu te verrais organiser un, comme un petit festival de vélo où chacun, par exemple, vient et on discute, on fait des projections ou des ateliers vélo, je sais pas, ça peut dans cette Ah optique. oui, je vois. Moi, je suis dans la compétition. Moi, je suis dans la Ouais, compétition. Si j'organise un truc, il faut qu'il y ait une compétition. Donc, il faut qu'il y ait une ça sera plus course, une course. Ouais, c'est sûr. je Bien comprends. sûr. Et il y a plein d'idées, il y a plein de trucs fun à faire avec le vélo. C'est ça aussi. C'est que le vélo se rajeunit beaucoup ces dernières années, mais il faut pas oublier que c'est un sport de vieux quand même, hein, de Oui, base. ah Donc, oui, c'est sûr. Et justement, comme tu disais que c'était un peu un sport de vieux, tout ça, ce serait aussi l'occasion, par exemple, si un jour tu as l'occasion de bosser sur un festival ou de créer un événement vélo, de rassembler justement plusieurs générations, c'est-à-dire des papis ou des mamies, voilà, avec leurs petits-enfants ou leurs enfants, tu vois. C'est vraiment le vélo, je trouve que pour le coup, c'est un sport qui est très intergénérationnel, c'est-à-dire qu'on a plein de générations qui peuvent se côtoyer et qui ont différentes connaissances. Un grand-père qui a pédalé quand il était jeune n'a pas pédalé sur la même machine que son petit-fils et pour le coup mais pourtant ça reste du vélo donc ça on voit qu'il y a aussi une progression au niveau de la technique mais aussi une progression exactement. au niveau de l'histoire surtout c'était pas le même vélo c'était pas il y a vraiment une vraie transmission je trouve des générations sur le vélo et ça c'est beau d'avoir encore un sport qui permet de d'avoir cette transmission là d'avoir des connaissances et tout et c'est super intéressant donc si un jour tu es amené à Ah, organiser un clairement. Puis truc les après-midi passés au bord de la route avec les grands-parents, avec le petit apéro, etc. Ça, c'est c'est ça. c'est incroyable, quoi, aussi. Même si pareil, moi je dis, j'ai pas une famille de cyclistes, mais voilà, mon grand-père, il suit quand même le vélo, il suit quand même beaucoup le Tour de France, donc dès que le Tour passe en Franche-Comté, il faut aller le voir. Donc là, je suis allé plusieurs fois voir le Tour avec mon grand-père, c'est des souvenirs qui sont incroyables et qui resteront gravés. Donc ça, c'est ça aussi le vélo. Moi, c'est comme ça que je le vois. C'est en ce moment aussi, si tu vas avec tes potes, tu vas voir le Tour de France, tu te poses avec tes potes, tu mets de la musique, et c'est le fait que les coureurs passent, c'est les prétextes pour passer un après-midi C'est ça. dans un endroit stylé en extérieur, et c'est ça aussi qu'il faut développer et pousser avec le vélo, quoi. Ouais, c'est ce que j'allais dire, c'est cette manière aussi de... Le Tour de France, c'est plus presque une fête pour certains que le passage cycliste. Le passage cycliste, c'est un petit moment de la fête, ça. Ah oui, Certains, quand on on s'en voit que fout, limite. certes...
Voilà, c'est ça que certains en fait passent toute une journée, même ils dorment la veille au soir dans une tente, dans un col, juste pour être entre potes. Et ça c'est magnifique. Moi, je suis très proche des Pyrénées. Et je vois tous les ans des gens agglutinés sur la route, mais qui attendent là depuis une après-midi, depuis presque une journée entière. En fait, ils attendent juste le passage de coureur qui va peut-être durer, je sais pas, une minute. Et c'est ça qui est incroyable, c'est cet engouement, cette patience surtout, parce que les gens sont peut-être pas aussi patients dans la vie que pour le Tour de France. Donc, donc c'est surtout Ouais. cette fête, en fait, c'est une grande fête le cyclisme et c'est génial, voilà, tout simplement. J'espère que ça durera très longtemps comme ça encore et qu'on aura encore cette Vive le vélo. transmission de génération et cette vraie et ces véritables engouement pour ça, quoi. Voilà. Donc voilà, bon, ben, c'est la fin de c'est presque la fin de notre entrevue. J'ai une dernière question qui va pas concerner les études, tout ça, ni ça va concerner le cyclisme. Ce serait, moi, je sais, je t'avais expliqué que j'étais étudiant en cinéma. Voilà, je réalise des courts-métrages, voilà, de mes projets sur ma chaîne principale, tout ça. Et bon, étant passionné de cinéma, je voulais pas quand même faire une interview sans parler de cinéma. Alors du coup, on va essayer de faire un petit parallèle cyclisme. Si je fais d'autres épisodes, j'aurai l'occasion de faire la même chose avec les différents domaines. Si un jour dans ta vie tu as le moyen de réaliser un film, c'est-à-dire qu'un jour on t'offre la possibilité de réaliser un film, on te donne le matériel, tout, tu as juste un papier, le matériel, un papier, un stylo pour faire le scénario, qu'est-ce que tu voudrais faire sur le cyclisme? C'est-à-dire qu'est-ce que tu verrais comme film, qu'est-ce que tu voudrais faire, quoi raconter, voilà. Si tu peux peut-être nous éclairer sur ça, voilà, qu'est-ce qui te plairait comme projet? Là, comme ça, ce qui me vient direct, je partirais sur un biopic. Ouais, Donc, potentiellement d'un coureur fictif, ou une coureuse d'ailleurs, ça pourrait bien faire une coureuse. ok, Je pense que ça ferait un truc comme ça, un biopic sur une coureuse fictive, où tu la suis un peu depuis qu'elle est gamine. Tu pourrais suivre un peu comment ça se passe, l'approche du vélo, les difficultés que tu peux rencontrer pour suivre ça, pour essayer de t'intéresser, le machisme que tu peux ressentir, les débuts en club, etc. Le fait qu'il n'y ait pas beaucoup de féminines aussi au niveau amateur, ça peut être pas mal de mettre ça et évidemment de rajouter un peu de sel. Je parle du biopic, mais tu peux rajouter de sel avec de relations avec des gens, des coéquipières, des coéquipiers, les parents et tout. Je suis en train de me ouais, projeter là, je suis en train de faire un scénario, mon gars, là, je te ponds un truc. Mais ouais, et après le développement sur la carrière, et vraiment, ouais, c'est ça, un biopic qui se concentrerait sur les difficultés un petit peu pour. Enfin, c'est pro, je pense qu'il y en a pas mal et c'est un truc un peu sous-exploré et je pense que ça pourrait être propre. ok, bon bah c'est intéressant, voilà. C'est la première fois que je pose cette question, si j'ai l'occasion de faire d'autres épisodes, je poserai la même et je trouvais ça super intéressant de finir sur ça pour avoir un peu un avis voilà, sur un film. Si un jour tu as l'opportunité de faire un film, qu'est-ce que tu ferais? Toi tu choisis le biopic, ce qui est vachement intéressant pour le coup, mais peut-être que d'autres en cyclisme choisiraient plus, par exemple, de faire un film moi en tout cas, je sais que je vais me citer, si je devais un jour réaliser un film sur le cyclisme, ce serait sur Paris-Roubaix. Je pense que je réaliserais un truc sur Paris-Roubaix ou sur une des courses comme ça mythiques ou faire une fiction bien sûr sur un coureur par exemple, qui pourrait gagner Paris-Roubaix, le suivre du début à la fin. Mais voilà, moi je me verrais plus faire un film sur une course. Mais après en tout cas c'est super intéressant d'avoir plusieurs points de vue, tout ça, donc pour ça c'est cool. Et c'est sur ces quelques mots voilà qu'on va finir cette interview. Voilà, j'espère que tu as passé un bon moment en ma compagnie pour les rencontres du studio. Voilà, j'espère que mes questions étaient assez claires aussi. J'espère que je me suis bien que c'était pas trop que c'était pas trop compliqué, que ça partait pas dans tous les sens, voilà, et que t'as passé un bon moment. C'était super, merci de l'invitation, ravi d'avoir inauguré le format. Et ben Parfait. avec plaisir, avec plaisir. Bon, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle rencontre. J'espère que l'épisode, enfin que le projet verra encore jour sous des nouvelles avec des nouvelles personnes. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle rencontre. À bientôt.